Mesdames et messieurs, nous sommes en édition spéciale à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et dans cette série d'émissions spéciales, on se propose de rencontrer des personnages spéciaux, il va sans dire. Le premier qu'on va rencontrer, ce monsieur-là, je l'ai rencontré il y a plusieurs années, dans les années 90. C'était à CHA-FM où j'avais une émission de radio. Et on avait besoin de spécialistes sur des questions d'impôts. Étant donné que la communauté avait énormément de problèmes avec le ministère du Revenu. Alors j'ai fait appel à lui, il est venu, spécialiste, nous aider. Plus tard, je vais le rencontrer comme député de Vieux. Vous avez déjà une petite idée de qui je vous parle, n'est-ce pas? Qui je vous présente aujourd'hui. Et enfin, on va le rencontrer comme député fédéral de Bourassa. Mesdames, Messieurs, avant Mapmaché, ça définit l'homme que je vous présente, Emmanuel Dubourg. Bonjour Emmanuel Dubourg. Maître Pierre, bonjour. Je suis très heureux d'être à votre micro. Comme vous l'avez déjà dit, on peut se tutoyer. Nous sommes à cœur ouvert. Et je veux profiter aussi pour saluer les auditrices et les auditeurs et leur dire en cette journée, joyeux Noël, joyeuse fête aussi. Merci Emmanuel, à toi aussi, au nom de tous les auditeurs qui te doivent beaucoup. Hein. Alors Emmanuel Dubourg, j'ai commencé cette émission parce que je veux faire un tour d'horizon avec toi, de Saint-Marc à Montréal, n'est-ce pas, du ministère du Revenu à la députation, d'abord au provincial, ensuite au fédéral. Mais avant, est-ce que avant Mapmaché, ça définit Emmanuel Dubourg? Et moi, quand je dis ça, avant Mapmaché, ça veut dire que c'est un homme d'équipe, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que ça te définit? Comment c'est? Ça veut dire que tu te présentes comme un joueur d'équipe. Hein? Absolument. Un joueur d'équipe accessible aussi. Donc, pour moi, c'est très important quand je rencontre les gens et surtout les enfants, eh bien, qui viennent vers moi et qui me saluent et qui me parlent. Donc, c'est l'accessibilité et joueur d'équipe aussi en même temps. Alors, Emmanuel Dubourg, nous allons, comme je l'ai dit, commencer par Saint-Marc, mais est-ce que toi, pour parvenir au sommet où tu es au moment où on se parle, est-ce que tu as eu un coup de pouce de la part de ces joueurs-là, de ces gens que tu as fréquentés, que tu as connus? Ah oui, tout à fait. Et comme tu le dis, ça remonte à mon enfance. Et je dois dire que je suis d'une famille de 10 enfants. Ma mère a eu 10 enfants et moi-même, je suis le Benjamin. Je pense qu'elle aurait pu en avoir plus parce que mon père, quand il est décédé, j'étais encore au berceau, j'avais 3 mois de naissance et ma mère n'avait que 40 ans. Mais voilà, donc j'ai eu beaucoup de modèles dans ma famille, mes frères, mes sœurs, j'ai vécu longtemps avec mes sœurs en Haïti, à Saint-Marc d'abord, et puis ensuite à Jean-Marie Guillou, à Port-au-Prince, et ensuite au Collège Canado-Haïtien. Et voilà, et de là, mes frères et sœurs commençaient à rentrer à Montréal, et durant ces années-là, durant les années 70, il y a eu le programme qui a été mis sur pied par le très honorable Pierre-Elliott Trudeau, Opération Mon Pays, et c'est à partir de ce programme-là que ma mère et moi, nous étions les derniers à rester en Haïti, pour venir à Montréal, débarquer où? À Montréal-Nord. À Montréal-Nord. À Montréal-Nord. Assez bizarrement, tu vas devenir plus tard député de Montréal-Nord. Et il y a une question extrêmement importante pour moi. Étais-tu un enfant turbulent à Saint-Marc? Non, pas au contraire, j'étais un enfant très studieux. Et il faut dire qu'à ce moment-là, je faisais tout, mais je réussissais bien, que ce soit à Saint-Marc ou bien à Jean-Marie Guillot. Mais la chose aussi que je dois mentionner, que j'ai toujours eu comme
dénominateur commun, c'est que j'ai un frère aîné qui est décédé en Haïti en 71. Et c'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. Je comprenais pas, je voyais les gens, c'était à la suite d'un accident d'auto. Et à un moment donné, je suis rentré dans la chambre, pensant vouloir calmer ma mère. Je lui ai dit, maman, je vais non seulement remplacer Lionel, mais tout ce que je devais faire, je vais les réaliser. Et cette petite intervention-là, je ne sais pas, mais c'est toujours resté parce que c'était un secret entre ma mère et moi. Et elle a accepté la promesse. Elle a accepté, elle avait arrêté de pleurer, je me rappelle très bien. Mais à chaque fois, c'était mon anniversaire, ou bien à chaque fois que je faisais quelque chose de pas correct, en présence de tout le monde, elle disait, tu te rappelles de la promesse? Où sont les promesses côté féminin? Et moi, je disais, oui, maman, oui, maman. Donc, et là, tu te calmes. Et oui, absolument. Et ça, c'est resté, je peux dire, jusqu'à ce que je suis arrivé ici à Montréal. Et c'est le jour de ses funérailles, je lui rendais hommage. Et c'est à ce moment-là que j'ai partagé ce secret-là avec mes frères et sœurs, le grand public, pour dire voici. Et donc, ça m'a toujours motivé à travailler, à aller encore plus loin. Et ma mère avait beaucoup confiance en moi aussi. Donc, ça m'aidait beaucoup. Même si les gens du voisinage me voyaient jouer, ma mère disait, ah, quittez le jouet parce que l'icône le son, l'icône ça l'a fait. Donc, vraiment avoir cette confiance-là, ça m'a beaucoup guidé jusqu'à aujourd'hui. Et naturellement, arrivé à Montréal, j'imagine que tu n'as pas perdu de temps. Tu as fait des études secondaires en Haïti jusqu'au bac. 5e. Non, 6e, 5e au Canada. Et arrivé ici, bizarrement, je suis allé faire mes secondaires 3 à l'école Louis-Joseph Papineau dans Saint-Michel. Et oui, et quartier difficile à l'époque. Quartier difficile à l'époque, c'est vrai. Et c'est là que je suis devenu député de Viau. Et après avoir terminé le secondaire 3, mes parents ont déménagé encore plus à Montréal-Nord, sur le boulevard Roland. Et là, j'ai fréquenté l'école Henri Bourassa. Wow. Alors, donc, et c'était des moments difficiles quand même. L'école Louis-Joseph Papineau avait sa réputation, mais à Henri Bourassa, c'est sûr que c'était garçon pas campé à une certaine époque. C'est vrai, mais à l'époque, jeune homme, discipliné, je ressentais pas vrai. C'est vrai que ça existait. J'avais des amis qui, faisaient toutes sortes de coups, mais par contre, moi, j'étais impliqué au volleyball. Je me rappelle, je jouais 3 fois par semaine au volleyball à l'école Louis-Joseph Papineau. J'ai participé aussi aux Jeux du Québec, au volleyball, donc très impliqué. J'ai joué au soccer aussi à Montréal-Nord avec l'équipe. Mais dis-moi que tu étais un garçon comme les autres. Tu as fait quelques mauvais coups aussi, là. Quelques mauvais coups. À l'époque, je me rappelle, on peut parler de... Vous savez, à l'époque... le billet d'autobus coûtait 10 cents, 10 sous. Et entre amis, souvent, on voulait pas payer ce 10 sous-là. Donc, on partageait les transferts, tout ça. Mais je dois dire que depuis Haïti, j'ai un côté artistique aussi. C'est-à-dire que ma mère voulait pas que j'ai aucune activité artistique importante. Comme musicien, genre. Et voilà, parce qu'en Haïti, je jouais la flûte, j'avais ma guitare. Et arrivé ici à Montréal, j'ai fait du folklore. Ça, c'est très important. J'ai fait du théâtre aussi, au Théâtre du Nouveau Monde, animé des activités. Donc, jouer même dans un orchestre avec Harold Faustin, Ernst Cadet. Mais ma mère disait toujours, non, pas question. C'est pas la voie pour toi. Et j'imagine que c'est ça qui va te faire choisir, à un moment donné, d'aller en sciences comptables, oui? Oui, mais après, parce que
étant donné que j'aimais tellement la musique, j'aimais être DJ, comme on dit, animateur, j'avais choisi d'aller à la Polytechnique pour un génie pas nécessairement informatique, mais de façon à être dans ce milieu, comment dirais-je, artistique, évidemment, et ingénieur de son surtout, voilà. Et bon, c'était mon premier échec, rentrer à la Polytechnique. Donc, au bout d'1 an et demi, ça n'a pas marché. Et mon frère, Serge, qui est comptable agréé, m'a dit, pourquoi tu rentres pas en comptabilité? Tu aimes ça, t'habiller, tu aimes ça. Mais j'ai dit, mais je sais pas qu'est-ce que ça fait. Parce que le comptable s'appuie toujours. Ben oui, parce que bon, c'est mon modèle, c'est mon frère. Et je l'ai regardé, puis bon, j'ai décidé de rentrer à l'UQAM et rapidement, j'ai complété mon programme dans un temps record en comptabilité et j'ai été écrire l'examen de l'ordre des comptables agréés du Québec. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Ah non, ça n'a pas marché. Je me rappelle, je suis resté enfermé chez moi pendant 1 an, tellement que j'avais honte. Ma mère était là, c'était le 2e échec. Mais j'ai persévéré et avant d'aller réécrire l'examen de l'ordre des comptables agréés du Québec, j'ai été écrire les examens des 2 autres corporations comptables. J'ai terminé 3e au Québec en certains examens, donc, et ça t'a donné confiance en toi. Ça m'a donné confiance et j'ai été réécrire l'examen de l'ordre des comptables agréés, ce qui fait que j'avais les 3 titres comptables professionnels ici au Québec, donc et ça m'ouvrait la porte. Tu les as pas volés? Ah non, pas du tout. Et de fil en aiguille, vous allez voir que malgré cet échec-là, aujourd'hui, je suis extrêmement fier de dire que l'Ordre des comptables agréés m'a décerné le titre de Fellow, le titre le plus élevé de l'Ordre. Et ça vraiment, sans compter... Es-tu d'abord comptable ou d'abord député? Je suis d'abord comptable. Je suis d'abord comptable et parce que, bon, c'est sûr que côté comptabilité, j'ai mes pairs qui m'ont évalué pour avoir cette distinction-là, mais au niveau député, c'est aussi important parce que tu as toute une population, tu as une grande partie de la population... Une grande responsabilité. Qui ont confiance en moi, qui ont eu confiance en moi pendant toutes ces longues années. Donc, c'est 2 carrières extrêmement importantes. Emmanuel, regardons justement tes débuts comme politicien. Politicien, c'est un mot péjoratif, n'est-ce pas? On peut le penser ainsi, que ce soit ici ou dans d'autres pays, bon, ça peut avoir une connotation. D'ailleurs, je dis toujours, si ma mère n'était pas décédée en 2003, je pense pas que j'aurais fait de la politique. Mais comment tu as pu penser à faire la politique? Comment tu as pu choisir cette orientation? Ben, ça m'a été présenté, je dirais, en 2007 sur un plateau d'argent parce que ça faisait 20 ans que je travaillais à l'Agence du revenu du Canada, j'étais gestionnaire, je m'occupais des dossiers d'économie clandestine, j'avais une équipe de 30 personnes. Ah, c'est toi le chef de Boubou Macoul. Voilà, l'équipe était là, c'est une bonne équipe parce qu'il fallait trouver des pistes de solutions dans les milieux de la construction un peu partout pour tenter d'enrayer l'économie clandestine ici dans la grande région de Montréal. Et je cherchais de nouveaux défis parce que après 20 ans à l'emploi, à l'Agence du revenu... C'était devenu une routine. C'était devenu une routine. Et qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Je me suis dit, bon, je vais d'abord me faire connaître à l'extérieur. D'abord, je suis allé travailler au Mali, en Afrique, pendant 2 ans, et où j'ai enseigné à tous les inspecteurs de la République du Mali les techniques de vérification fiscale. Et, mon Dieu, c'était une époque extraordinaire. Pendant cette époque-là, je dois dire aussi que j'ai 2 garçons. Quand je suis parti au Mali, j'étais divorcé. Et mes 2 garçons sont venus au Mali parce que je voulais, parce qu'ils sont nés ici à Montréal, mais je voulais
les regarder ici à Montréal que mon père est roi du Mali. Bon, pas roi, mais je voulais les voir évoluer dans des milieux où les Noirs sont en majorité. Et je dois vous dire, ils sont restés 1 mois, ils ne voulaient pas revenir au Québec, mais bon, voilà, ils devaient retourner aux études. Toi-même, tu as vécu la réalité du Québec d'être minoritaire. Tu as connu un peu du racisme québécois. Ah ben oui, ça existe, ça on en rencontre, et mes enfants aussi ont vécu des situations de ce genre. Donc, pour moi, c'était les exposer à toutes sortes de situations pour qu'ils soient outillés dans la vie. Et malgré le fait de garde partagée, pour moi, c'était important. Imaginez-vous, en 95, se séparer et puis décider de faire la garde partagée. Pour moi, c'était important. J'ai 2 garçons. Je voulais être présent dans leur vie, dans leur éducation. Donc, à tous les dimanches, ils venaient chez leur père, ou bien moi, je les ramenais chez leur mère. Et ça a duré jusqu'à ce que je sois en politique. Tous les risques possibles que ces enfants-là, ou l'un d'entre eux, se fassent arrêter, etc., etc. Cela dit, revenons à ce défi. Rentrer en politique. Oui. Mais voilà, et quand je suis retourné du Mali, si je vous place, nous sommes dans les années 2006, j'ai commencé à enseigner comme chargé de cours à l'UQAM, donc j'étais un peu partout. J'avais reçu un certain nombre de distinctions, gouverneur général du Canada, Renatation, pour les mandats que j'ai menés à Revenu Canada, comptable agréé émérite, mois de l'histoire des Noirs. Donc en 2006, avec cette distinction-là, ben, je me suis fait approcher pour aller faire de la politique. Et à ce moment-là, tu es jeune homme, dans la cinquantaine, fin quarantaine, milieu de la quarantaine. Et à ce moment-là, j'avais dit non parce que les conditions qu'on m'avait présentées, parce que vous savez, en tant que fonctionnaire, je ne pouvais pas militer dans un parti politique. Il fallait que je ramasse 50 000 $, etc. J'ai dit, mais non. Et que tu démissionnes aussi. Que je démissionne. Ou bien prendre un congé sans solde pendant toute cette période-là. Mais arrivé à Noël 2006, nous étions à table, mes 2 garçons et moi-même, et ils me disent, papa, ben moi, je veux rentrer à telle institution d'enseignement, à telle école. Il y a ce qu'on appelle des équipes de basket. Donc, je vais rester à la pension. Comme ça, je vais pouvoir avoir plus de temps pour jouer au basket. Et l'autre me dit, j'ai un ami qui est à Trois-Rivières, je vais le retrouver pour aller faire mes études. Et là, je me suis mis à penser, ben, je vais les voir, mes garçons, peut-être une fin de semaine par mois. Donc, je vais avoir beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et, excusez-moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le Parti libéral du Québec. J'ai dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Et après avoir dit non. Après avoir dit non. Et le samedi suivant, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, écoutez, il n'y a pas de condition. On veut vous avoir comme député. On va tout faire pour que vous soyez élu. Et puis là, j'ai dit, ben, je signe où? J'ai signé. Parce que, donc, on s'entend que le premier contact, c'était que, bon, on va à l'aveugle, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'il n'y a pas de poste garanti non plus, là. Non. Il faut faire une course à la chefferie, pour le comté. Pour le comté, absolument. Mais à l'époque, non, parce que le samedi suivant, j'ai rencontré le premier ministre du Québec, Jean Charest, et puis, lui, il m'a dit, écoute, Emmanuel, je veux t'avoir dans mon équipe, donc il n'y aura pas d'investiture et je t'offre un comté gagnant. Oh là là. Puis là, il me dit... il voulait vraiment mettre de la couleur dans Vieux. Là, il me dit, est-ce que vous connaissez Bill Cusano? J'ai dit non. Il dit, ben, je dois le rencontrer, on doit finaliser tout ça, mais vous allez être député de Vieux. Donc, à ce moment-là, c'est Bill Cusano qui était le poste, là. Feu Bill Cusano, qui était là pendant 26 ans, sans interruption. Sans interruption. Et quand 2 semaines plus tard, il m'a présenté au grand public, Bill Cusano était là avec sa femme, et c'est Jean Charest a demandé à la famille Cusano de s'occuper de moi
comme si d'amener j'étais le leur petit enfant. bébé sur le fonds baptismaux. Exactement. C'est eux qui t'ont amené sur le fonds baptismaux. Et je dois dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 8 campagnes électorales. Madame Cousano est toujours présente dans mes campagnes électorales. Bon, oui, lui, il est décédé, malheureusement. À la distribution des médailles, je pense que Madame Cousano était là. Ah aussi. Oui, absolument. J'ai décoré de la médaille du couronnement du roi Charles III parce que, bon, elle est très impliquée en politique. Et voilà que j'ai commencé en politique sans avoir de mentor, sans avoir à qui parler. Parce que si on se rappelle bien, 2007, ça faisait 30 ans que Jean-Alfred était élu dans Gatineau. Pour le Parti québécois. Pour le Parti québécois. Donc, c'était le premier haïtien. Le premier haïtien au Québec. Premier député haïtien d'origine haïtienne au Québec. Et donc, personne pour me guider. C'est quoi la politique? C'est quoi une investiture? C'est quoi? Zéro. Et je n'ai jamais fait de cours en sciences politiques non plus. Mais je sentais cette confiance-là que Jean Charest avait en moi. Et voilà, j'ai réussi et j'ai fait 3 campagnes électorales dans Saint-Michel. Et j'étais énormément présent dans les fêtes de quartier, un peu partout. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais j'étais partout. Ouais. Que ce soit les funérailles, les premières communions, les mariages, les gens m'invitaient. Et à ce moment-là, il faut dire, devenu député d'Envio, c'est un comté, comme on peut le comprendre, très italiano-italien, n'est-ce pas? C'est vrai. Et tu es devenu, tu as pris la place des Italiens et tout le monde a accepté, le fait, n'est-ce pas? Absolument. Et le comté t'est resté sans opposition jusqu'à ce que toi, tu vas décider de faire le saut en 2013. Bon, avant ça, est-ce que tu as laissé ta marque, tu sens avoir laissé ta marque dans Vio? Ben, ça, c'est une question, à mon avis, qu'il faut poser aux citoyens, mais la preuve que j'ai, c'est que élection après élection, comment dirais-je, je gagnais facilement avec un nombre de voix très intéressant, malgré le fait, vous vous rappelez, en 2012, il y avait la grève des carrés rouges, oui, mais ça n'a pas dérangé ma campagne électorale. J'ai gagné facilement dans Vio. Mais c'était la présence. Et puis c'était surtout l'accompagnement des citoyens dans l'appareil gouvernemental. Si tu dois te rappeler de quelque chose d'important que tu as réussi au provincial, ça serait quoi exactement? Ben, c'est quelque chose qui nous a marqué, nous, en tant que communauté, en tant qu'Haïtiens, ben, c'est le terrible tremblement de terre de 2010. Oui. J'étais le seul député d'origine haïtienne, et ça, c'était catastrophique. Au provincial, il n'y en avait pas au fédéral. Il n'y en avait pas non plus au fédéral. J'étais le seul. Et Franz Benjamin était au provincial. Nous avons travaillé ensemble d'arrache-pied. Il était au municipal, oui. Nous avons travaillé d'arrache-pied et rapidement, je me rappelle, le premier ministre était venu à l'appel retrouver avec son épouse, rencontrer les gens qui souffraient effectivement. Et on avait été à la Maison d'Haïti aussi. Et je me rappelle le soir, dans l'histoire, là, c'est important de mentionner ça. Un samedi soir, j'étais au bureau, ben, c'était au cours du mois de janvier toujours, pardon, mais nous étions 2 à mon bureau. Il était tard, il était 8h, 8h30 le soir, mais on avait énormément d'activités. Ma directrice de bureau et moi-même, nous étions là, et elle m'a dit, écoutez, les gens n'attendent qu'un programme en immigration. Donc, il va falloir appeler le Premier ministre pour lui dire que voilà quel programme qu'il faut mettre en place. Puis là, j'ai dit, ah oui, ok, c'est une bonne idée. Et elle m'a dit, ben alors appelle-le. J'ai dit, ben non, 8h30 du soir, je ne peux pas appeler le Premier ministre. Premier ministre du Québec. Du Québec. Il me dit, non, mais Jean Charest a dit, c'est une priorité. On est dans une situation extrême, appelle-le. Et bon, voilà, j'appelle et la réceptionniste
me dit d'attendre et Jean Charest prend le téléphone. Manu, comment ça va? Je dis, ah, monsieur le Premier ministre, ça va bien. Et là, je lui ai parlé de tout ce que j'aurais voulu que son gouvernement fasse pour venir en aide aux Haïtiens ici et en Haïti. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais demain, Emmanuel? J'ai dit, demain dimanche, bon, j'ai une entrevue à Radio-Canada, j'ai une autre entrevue à CPAM. Et il me dit, je te rappelle dans une demi-heure. Et une demi-heure plus tard, son chef de cabinet m'appelle pour me dire qu'il a convoqué un conseil des ministres à son bureau sur la rue Sherbrooke et qu'il souhaite que je vienne faire la même démonstration au ministre. J'ai dit, waouh, pas besoin de vous dire qu'on a passé quasiment la nuit à préparer nos documents. Parce qu'il faut convaincre des gens. Jean Charest, lui, était déjà convaincu, oui, mais les autres. Non. Et quand je suis arrivé là, bon, avec mes feuilles, j'ai distribué les copies pour dire, voilà, en éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai un étudiant haïtien qui m'avait écrit, qui me dit, j'ai pas de contact de mes parents, j'ai pas de nouvelles, je dois payer mes frais de l'université. La ministre, quelque temps après, a éliminé tous les frais de scolarité pour les étudiants étrangers d'Haïti, Raymond Bachand aux finances, tout le monde. Et là, le Premier ministre a dit, ces feuilles-là, je veux pas les voir, allez les déchiqueter. Ouais. Et tout le monde est parti et il a demandé à Yolande James, qui était ministre de l'Immigration, et moi-même de rester. Nous sommes restés dans la salle. Et là, pendant qu'il écrivait la tête baissée, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, j'ai posé un geste, j'aurais dû vous appeler parce que le lendemain du tremblement de terre, j'ai fait une conférence de presse et tous les médias étaient à mon bureau. J'ai pas pensé à vous appeler. Je m'excuse. Là, il dit, Emmanuel, c'était la chose à faire. Et il avait encore la tête baissée. Et il lève la tête et me regarde. Ne le refais plus. Jean Charest, hein? Oui. Mais voilà, donc c'est un événement. Je peux dire ce programme-là, en terminant, il y a plus de 9000 familles haïtiennes qui ont pu bénéficier, qui sont arrivées ici avec leur résidence permanente. Et Emmanuel, moi-même, je suis proche, plus ou moins proche de toi, n'est-ce pas? Oui. Mais proche certainement des médias. C'est la première fois que j'entends parler de l'origine de ce programme-là, comme quoi tu as été impliqué. Absolument. Et c'est la première fois, effectivement, qu'on... Écoutez, on a fait énormément de choses durant ce temps-là, mais on s'était mis d'accord pour dire... Étant donné cette tragédie-là, on ne voulait pas publiciser, on ne voulait pas montrer que nous, les politiciens, voilà tout ce qu'on fait pour les Haïtiens. Non, même après, parce que je vais entendre parler d'Emmanuel, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il aurait pu faire, surtout en immigration, mais au fédéral un peu plus tard. Mais jamais ce que Emmanuel avait fait, ce coup-là qui était extraordinaire. Mais cela dit, on arrive à la fin du mandat d'Envio. La fin du mandat, c'est pas qu'on te dise de t'en aller là. Non. Mais tu as décidé et tu as pris tout le monde par surprise, je dirais presque tout le monde. Tu as annoncé que tu fais le saut en politique fédérale. Et ça a été, j'imagine, un coup pour le gouvernement qui était, le gouvernement du Québec, qui était le Parti libéral encore. Dirigé à ce moment-là par Philippe Couillard en 2013. Et
comment c'est arrivé ce choix-là, par exemple? Je dois dire, j'étais à l'Assemblée nationale du Québec et Justin Trudeau, à l'époque, était chef du Parti libéral du Canada et député de Papineau. Il voulait me décerner la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II. Et j'ai dit, bon, bien, ok, d'accord. Et j'ai quitté l'Assemblée nationale du Québec pour rentrer chez moi, me changer et aller à cette cérémonie-là. Et mon bureau m'appelle pour me dire que Justin voulait me voir avant la cérémonie à son bureau. J'ai dit, my God, mais j'ai pas le temps. Bon, là, je me suis dirigé directement à son bureau. C'est le Premier ministre, quand même. Non, à l'époque, il n'était pas Premier ministre. Il était chef du parti et député de Papineau, mais on travaillait ensemble. D'ailleurs, lui dans Papineau et moi dans Saint-Michel, on faisait beaucoup d'activités ensemble. Et, entre parenthèses, je dois dire, quand j'ai fait le saut en politique en 2007, Justin n'était pas élu. Il était venu dans mon local électoral sur Saint-Michel pour me dire « Je vais avoir besoin de ton appui. Et là, il me dit « Je vais me présenter dans Papineau et c'est Viviane Barbeau, l'haïtienne, députée d'origine haïtienne. » Comment tu as jonglé avec ça? Entre parenthèses, on fait juste une petite parenthèse. Ah, juste une petite parenthèse. Je lui ai dit je vais d'abord commencer par être élu et puis on va voir. Mais sans vraiment garder de rancune, on sait que, bon, Madame Barbeau, bon, on s'entend bien quand on se voit, on fait des accolades. Très bonne personne, mais absolument. Tu n'es pas bloquiste, toi. Non, non, mais tu n'es pas indépendantiste. En 2007, quand je me suis présenté, eh bien, Madame Barbeau portait le flambeau haut et fort avec Naïma Mimoun du Parti québécois. Donc, c'était un élu, là, vraiment, qui appuyait mon adversaire. Mais quand Justin est arrivé pour vraiment cette campagne-là, pour gagner, c'est mon équipe. J'ai envoyé mon équipe, Madame Cousano, tout le monde est allé aider Justin. Sauf toi. Ben moi, j'ai fait la seule photo qu'il avait avec un élu à ce moment-là, en 2008, c'était avec moi-même et Bill Cousano. Donc, c'était la forme d'appui, effectivement. Et toujours dans cette discussion-là, quand à l'Assemblée nationale du Québec, au caucus, et puis le Premier ministre Jean Charest demandait qui allait s'impliquer dans la politique fédérale, j'ai dit, moi, j'ai fait une photo avec Justin, je vais l'appuyer, etc., tout ça publiquement. Et là, il m'a dit, il a dit à toute l'équipe, bon, écoutez, si vous voulez vous impliquer en politique fédérale, faites-le à titre personnel. Ouais. Parce que lui, on se rappelle, il était ministre conservateur au fédéral. Donc là, j'ai dit, oh, ok. Mais voilà que... Il y a de la politique dans la politique. Dans la politique. Et voilà que quand j'ai rencontré Justin à son bureau pour parler avant la médaille, il m'a dit, Emmanuel, j'ai besoin de toi dans Bourassa pour aller succéder à Denis Coderre. J'ai dit, ah, comment, Justin, fais pas ça. Ben non. Et Denis Coderre, à l'époque, il était encore député, non? Non. Il avait démissionné à ce moment-là. Okay. Et il voulait se présenter à la mairie. À la mairie, voilà. Et là, j'ai dit à Justin, non. J'ai dit, écoutez, Justin, moi, je vais t'aider jusqu'à ce que tu deviennes Premier ministre du Canada. Mais pas plus. Mais ensuite, tu pourras me nommer ambassadeur dans un pays chaud. Dans un pays... Pourquoi pas au Mali? Le Mali de nos jours, c'est différent. Bref. Mais, et là, il me dit, non, j'ai besoin de toi. J'ai dit, non, je suis très bien dans Saint-Michel, ça va bien, je gagne facilement, les gens m'aiment bien, voilà. Et je suis parti, on est allé à la cérémonie, et là, il me dit, je te mets en contact avec Daniel Gagné. J'ai dit, ah ben oui, je le connais, c'était l'ancien chef de cabinet de Jean Charest. Il dit, non, lui, il va te convaincre. J'ai dit, non, Justin, on ne pourra pas me convaincre là, de faire le saut fédéral. Et la petite histoire me fait en sorte que le Parti libéral a informé un journaliste. Ça s'appelle une fuite. Une fuite, hein? Voilà. Et la fuite, ce journaliste-là, je l'ai rencontré une fois, il m'a dit,
on m'a donné l'information, j'ai tenté de vendre ça à mon patron n'a pas accepté. Voyant qu'une semaine plus tard, rien dans les médias, eh bien, ils ont donné la fuite, cette information-là, à un autre journaliste de la même compagnie. Ouais. Et elle n'a pas hésité à vendre cette idée-là. Cette fois-ci, l'idée a été achetée. Ah oui. Et je venais de fermer le bureau pour des vacances de 2 semaines. J'étais à la maison. Et là, je lisais que Emmanuel Dubourg est pressenti pour succéder à Denis Coderre. Wow. Là, j'ai dit, quoi? J'ai appelé des personnes de mon entourage pour dire, c'est quoi? J'ai appelé Philippe Couillard pour dire, écoutez, je l'ai rencontré, mais j'ai jamais dit oui. Donc, j'étais entre deux feux. Justin Trudeau d'un côté et Philippe Couillard de l'autre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, personne ne voulait que je fasse le saut fédéral, incluant mes enfants. Et j'ai beau réfléchir, j'ai appelé le commissaire à l'éthique à Québec et il m'a dit, vous pouvez aller en campagne, mais vous ne pouvez pas avoir 2 chèques de paie, de l'Assemblée nationale du Québec et l'autre de la Chambre des communes du Canada. Parce qu'il y avait une histoire comme ça, hein, oui. Au Parti québécois, que je me souvienne. À l'époque, pendant ce temps-là, il y avait un projet de loi qui avait été déposé. Le Parti libéral était contre parce qu'il voulait éliminer ce qu'on appelle la prime de départ. Mais bon, voilà. Et moi, plutôt que de rester comme député provincial et faire campagne pour aller au fédéral, j'ai démissionné. Et ça c'est une chute sans parachute, justement. Sans parachute. J'ai démissionné et j'ai dit, parce que je voulais pas que mes adversaires disent, ah, il est député là au Québec. Non, j'ai démissionné, j'étais confiant et je me suis dit, je vais aller dans Bourassa, à Montréal-Nord, je vais faire campagne. Et c'est ce que j'ai fait, mais à ma grande surprise, Justin me dit que je dois faire une investiture parce qu'il y a d'autres candidats qui veulent se présenter dans Bourassa. Alors là, en bon québécois, on dit... bon, oui, on sait. On dit le chapelet, parce que... Oui. Bon. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai réuni mon équipe, j'ai fait campagne, j'ai gagné cette investiture-là contre un Italien mais les gens me donnaient gagnant, mais c'était une des campagnes les plus difficiles que j'ai eu à faire. Et tout de suite après, c'était la campagne en 2013. Mais vraiment, vous savez, quand c'est campagne électorale, Marjorie peut le dire, parce qu'elle a toujours fait mes campagnes depuis 2008 jusqu'à récemment. Je perds de 20 à 25 livres pendant la campagne électorale. Il n'y a pas beaucoup de livres. C'est vrai, mais c'est tellement stressant. Dans le livre qui est devant moi, mesdames, messieurs, quand même une paire de livres. C'est tellement stressant que la première campagne dans Bourassa 2013, je me rappelle, vraiment campagne à l'américaine, campagne très acrimonieuse, parce qu'à l'époque, j'avais 2 Haïtiens qui se présentaient contre moi. C'est tout juste si on ne posait pas de bombe. La bombe des langues sales. Oui, donc là, ils ont tout fait, effectivement. D'ailleurs, le NPD a été poursuivi pour sa façon de faire, parce qu'ils ont utilisé les fonds de la Chambre des communes pour faire campagne contre moi. C'était vrai. Mais bon... J'ai pu gagner, effectivement, et encore une fois, facilement, donc les campagnes de 2013. Alors là, voilà un homme avec toutes les compétences requises pour occuper un poste de ministre qui a été député provincial et qui fait le saut au fédéral. Et lorsque Justin Trudeau va avoir son premier titre de premier ministre, n'est-ce pas, c'est un voisin de comté avec l'homme en question, n'est-ce pas, avec le premier ministre. Et on dit si la première fois il ne réussit pas, il faut essayer une deuxième fois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu un premier cabinet, un deuxième cabinet, un remaniement, etc. Et jamais tu n'as été nommé ministre. Comment tu as vécu ça?
parce que la communauté haïtienne sentait que ce titre, la limousine, te revenait de droit. Ben, je dois dire que à chaque fois qu'il y avait ces moments-là, ben, je recevais tellement d'appels de gens là, de la communauté aussi qui me disent à quel point ils sont déçus. Je me rappelle première campagne quand on est arrivé en 2015 là, avec cette majorité-là, j'avais plusieurs journalistes aussi qui m'appelaient. Mais vous savez, être ministre, c'est la prérogative du chef. Donc, c'est le chef qui décide. S'il y a une chose qui il y a deux éléments incontournables, à mon avis, quand le chef pense à prendre sa décision. C'est d'abord faire comme Jean Charest l'avait fait, c'est-à-dire un équilibre homme-femme au niveau du Conseil des ministres et le poids de chaque province qui doit être représentée aussi au niveau du Conseil des ministres. Mais les autres critères appartiennent, c'est de la politique, c'est le Premier ministre qui décide un moment donné, il y a quelques questions qu'on peut se poser, n'est-ce pas, par rapport à la proximité que tu as toujours développée avec le Premier ministre. C'est juste à se demander, est-ce que le Premier ministre a toujours regardé droit dans les yeux sans faillir ou bien alors se dire bon Emmanuel, tu sais, ton tour n'est pas encore venu, mais moi j'y pense, etc., etc. Non, rien de tout ça. Bon, ça c'est arrivé à quelques occasions qu'on a eu à avoir cette conversation-là, clairement, mais je dois dire aussi, en même temps, j'ai continué à vivre ces moments-là en disant que c'est quoi l'objectif ultime? J'ai été élu par beaucoup de gens, je suis là pour servir ces personnes-là, j'adore le service public et je me concentrais là-dessus et en même temps contribuer énormément au parti parce que avant d'arriver au pouvoir en 2015, j'ai écrit les politiques fiscales du parti pour dire voilà qu'est-ce qu'il faut mettre en place parce qu'avec 20 ans à l'Agence du revenu du Canada, je pouvais leur dire que la loi de l'impôt, ça faisait 50 ans qu'il n'y a pas eu de réforme. J'ai dit la seule réforme qui a eu lieu, c'est John Turner qui l'avait fait pour Pierre Elliott Trudeau. Donc 50 ans plus tard, j'ai dit ça prend une réforme fiscale. J'ai même écrit un projet de loi que le parti était d'accord, mais quand je suis arrivé au pouvoir, je n'avais plus le droit de représenter ce projet de loi-là. Et ce projet de loi a été déposé par tous les partis en chambre, le NPD, le Bloc, mais on était majoritaire, donc on a renversé le projet de loi sur les entreprises, les transferts intergénérationnels, mais étant donné qu'en 2021, on était minoritaire, eh bien, les conservateurs ont fait passer ce projet de loi. D'ailleurs, l'auteur, la personne, le député qui a fait passer ce projet de loi-là, drôle de situation, il a été élu en même temps que moi en 2013. Il est de l'Alberta, c'est un fermier qui a pu déposer un projet de loi sur un article de la loi de l'impôt des plus complexes. Donc, il n'avait rien à faire qu'à redéposer et puis voilà que maintenant c'est loi. Mais effectivement, pour te répondre, oui, j'ai eu à rencontrer Justin à quelques occasions, on en a parlé, il se rappelle des conversations qu'on a eues, mais il réagissait pas vraiment. Je sentais en lui qu'il y avait quelque chose, je sais pas, mais j'ai pas continué pour dire, écoute, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Tout ça. Donc, non, mais j'ai continué le service public, c'est pour ça que je dis... Parce que quand même, Haïti a continué à avoir des problèmes. On a parlé du tremblement de terre. Et suite au tremblement de terre, il y a eu d'autres problèmes. Et Haïti, c'est ton pays. Tu es de Saint-Marc, Nègre-la-Tibonite, n'est-ce pas, généralement.
on veut pouvoir faire notre marque, n'est-ce pas? Oui. Et là, tu étais placé le plus proche de Justin Trudeau. Oui. Et par la suite, ton ami de l'époque qui est devenu ta femme va être au cabinet de Justin Trudeau. Exactement. Donc, deux Haïtiens à souffler aux oreilles de Justin Trudeau. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit sur la situation d'Haïti? D'abord, si on prend le dossier d'Haïti, je dois dire que, après le tremblement de terre de 2010, il y a beaucoup de gens qui étaient venus ici, à part les 9000 familles haïtiennes, mais qui étaient sans papier. Et une fois élus, en 2015, je me rappelle, le 22 mai 2016, le ministre de l'Immigration est venu, John McCallum, est venu dans Montréal-Nord pour dire aux Haïtiens qui étaient dans cette situation-là, et les Zimbabwéens, que leur dossier était régularisé. Ça, c'est première des choses. Ensuite, il y a eu le dossier du chemin Roxham. Tu te rappelles que j'avais été à Miami, j'avais été à New York pour rencontrer des gens, pensaient que j'allais dire aux Haïtiens, non, ne venez pas. Non, j'allais leur dire, j'avais été leur dire, voilà comment est-ce que moi je suis rentré dans un programme mis sur pied par le gouvernement canadien. Or là, il n'y avait pas de programme, il y avait de la fausse information. Je les expliquais les différents programmes d'immigration ici, et les gens ont pu continuer à rentrer, et voilà la pandémie, et j'étais encore une fois impliqué. Le ministre de l'Immigration, Mandy Chino, m'avait demandé de consulter la population. Moi, ma recommandation, c'était de régulariser la situation de tous les Haïtiens ici, parce que on sait à quel point ils étaient impliqués pendant la pandémie, dans les hôpitaux, partout, pas seulement ceux qui donnaient des soins, mais tout le monde. Mais bon, ça n'avait pas fonctionné avec le Québec, donc c'était strictement les anges gardiens à l'époque qu'on a choisi. Et jusqu'à présent, il y en a. Et jusqu'à présent. Et tout ça m'amène à cette crise-là en Haïti. Mais d'abord, je dois dire, mais c'est vrai que la crise a été abordée par le gouvernement de Justin Trudeau. Oui. Mais les Haïtiens ne sont pas satisfaits de l'intervention du Canada dans ce dossier. Mais d'abord, ce que je dois dire, c'est que j'avais rencontré Justin peu après les élections de 2019 et je lui avais dit que j'allais démissionner. Et bon, il me disait, non, Emmanuel, non, j'ai besoin de toi, non, tu peux pas partir, bon, pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je continuais à penser, d'ailleurs, je faisais aucune activité de financement. Et là, la crise multidimensionnelle est arrivée en Haïti. Et là, je lui ai rappelé pour lui dire que, écoutez, monsieur le Premier ministre, je vais repousser mon départ parce que là, j'ai la chance d'aider mon pays d'origine. Parce que je sentais qu'il voulait absolument faire quelque chose. Pour lui, Haïti, pays francophone, si proche, il a tellement de contacts avec les Haïtiens, la volonté était là. Et là, bon, on a commencé et voir que, bon, on a commencé par imposer des sanctions. Et on se rappelle, en Haïti, on disait que c'était un tsunami. Emmanuel. On disait que c'était un tsunami. Mais c'est 3 fois rien. Ça n'a absolument rien donné. Bon, on parle de sanctions, Emmanuel. On parle de sanctions, mais dans le fond, c'est juste tout simplement pointer du doigt certains députés ou sénateurs, un sénateur, n'est-ce pas, qui a... des présidents. Mais ça donne quoi à la population haïtienne? C'est sûr que les gens, ces personnes-là qui ont été sanctionnées n'ont quasiment rien comme bien ici au Canada qu'on pouvait saisir. D'accord. Mais en sanctionnant des personnes comme telles, comme étant des criminels, des gens qui aident les bandits à armer les bandits, ben là, je pense qu'il reste à la communauté internationale et à Haïti de prendre action parce que des recherches ont été faites sur ces personnes-là. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que il y a, par exemple, l'action sur le terrain du gouvernement libéral qui envoie un avion patrouiller, on a envoyé 2 bateaux. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Non, mais il faut comprendre que
il faut rassembler des informations. On ne peut pas aller sur un terrain aussi miné sans avoir d'informations. Donc, on a envoyé des équipements pour aller faire des repérages. Le Canada a beaucoup investi dans la police, dans la formation, dans les Antilles. Et il faut mentionner que à chaque fois qu'on faisait des rencontres, que le Premier ministre rencontrait ses vis-à-vis, le dossier d'Haïti était numéro 1. C'est lui qui amenait ce dossier-là, mais en même temps, on a toujours demandé aux politiciens haïtiens de s'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup de gens qui veulent être président ou premier ministre, il y a tellement de plans, on leur a dit, il faut trouver la solution haïtienne et on va vous appuyer. Ça, on l'a toujours dit. Moi, j'ai fait 3 consultations publiques ici. J'ai invité des gens de toutes sortes d'allégeances. Mais personne ici, au Canada, ne voulait pas entendre dire qu'il va y avoir des bottes de l'armée canadienne en Haïti. Ça, c'était clair. Mais à un moment donné, on a compris qu'on n'avait pas le choix. Ça, c'était quand on avait le choix. Mais à un moment donné, mais ça continue à s'empirer. Les Haïtiens ont demandé, et Justin Trudeau se proposait d'aller faire la police en Haïti, mais à partir de la République dominicaine. Mais comment ça, c'était n'importe quoi, non? Écoutez, c'est que toutes sortes comment dirais-je, d'actions ont été prises, que ce soit avec la CARICOM, les pays de la Caraïbe vraiment se sont impliqués parce que plusieurs de ces pays-là ressentent ces situations-là chez eux. Ils vivent des situations un peu similaires, mais pas à un niveau aussi élevé. Donc, ils voulaient tous contribuer jusqu'à ce que Justin a invité les pays de la CARICOM à Ottawa. Et j'étais là. Et à l'époque, c'était Ariel Henry qui était là. Mais tous les chefs d'État de ces pays-là se sont mis d'accord pour dire on veut aider, mais c'est quoi la feuille de route? Est-ce que vous voulez que les Canadiens arrivent pour dire aux Haïtiens voici la feuille de route que vous devez suivre? Non, on va venir vous aider, on va venir vous appuyer, mais dites-nous comment est-ce que vous voulez? Mais vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, on est 25 décembre 2024. Ouais. Et la situation est ce qu'elle est. Et c'est vraiment dommage parce que le peuple est en train de souffrir et on se demande c'est quoi l'issue. Maintenant, tu as annoncé ton départ. Et c'est pour peut-être dans un an, c'est peut-être... Non. Mais j'ai annoncé mon départ il y a 1 an. Je me rappelle, je l'ai fait le 1er novembre 2013. Et la veille, j'ai passé, une bonne demi-heure avec le Premier ministre à son bureau pour passer à travers toute cette période-là, très clairement. Et il était extrêmement ému, touché. Et je lui ai dit que là, c'était un point de non-retour et que le lendemain, j'annonçais ma démission. D'ailleurs, je voulais donner ma démission avant le 1er novembre 2013, mais à ce moment-là, la Chambre des communes était informée, je devais faire mon discours, et là, sur le trottoir à Ottawa, j'étais avec Marjorie, et c'est la veille que je lui ai annoncé que j'allais faire ça. C'était en plein milieu du mois d'octobre. Entre-temps, Marjorie occupe une fonction extrêmement importante. Oui, elle est chef de cabinet adjoint du Premier ministre, effectivement. Vous avez décidé d'unir... Oui. Ça, c'est après, effectivement. Et là, elle m'a dit, non, tu peux pas démissionner là demain. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, écoutez, le Premier ministre reçoit la CARICOM, c'est la première fois que
le Premier ministre Ariel Henry est au Canada. Si tu démissionnes là, ben écoutez, les gens, tout ce qu'ils vont voir, c'est que t'es pas en accord avec nos politiques par rapport à Haïti. Donc, est-ce que c'est le message que tu veux passer? J'ai dit, ah ben non, ah ben non, ah ben non, ah ben non. Donc, j'ai repoussé ça in extremis après le départ des dirigeants de la CARICOM pour annoncer. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait il y a plus d'un an. Si Justin Trudeau était moindrement superstitieux, il aurait pu dire que c'est un mauvais sort que tu as envoyé parce que c'est toi qui as commencé avec cette démission et là, depuis, ça n'arrête pas. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a des signes avant-coureurs quand même. Ma décision, quand je l'ai prise, d'ailleurs, j'ai pas démissionné du jour au lendemain parce que j'ai des responsabilités, j'ai des employés, parce qu'une fois démissionné, ça veut dire qu'ils perdent leur poste, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rester? Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de rester. Et j'aurais pu continuer parce que le comté de Bourassa, c'est un des comtés, c'est un château fort, parce que là, aux dernières élections, j'avais 61% des voix, et le deuxième candidat a eu 18%. Wow. Donc, mais pour revenir effectivement à tout ça, oui, il aurait pu dire, mais les signes avant-coureurs que je voyais, c'était que on était majoritaire en 2015 et en 2019, on nous a sanctionnés pour nous dire, ah, écoutez les gars, vous allez dans la mauvaise les gars et les filles, Parti libéral, faites attention, on était minoritaire. Pendant ce temps-là, moi, je continue à augmenter ma majorité. Et on a eu en 2021 la même chose malgré la pandémie. Et depuis lors, bon, je me suis dit, écoutez, je quitte, je pars et... Toi, le comptable, j'imagine que Justin Trudeau n'en fait qu'à sa tête. Et là, on vient d'avoir la preuve que même la ministre des Finances n'était pas tellement écoutée. On a commencé à la première campagne à parler de creuser de petits déficits. C'était la promesse de Justin Trudeau. Il était là-dessus assez audacieux de dire, et les gens ont apprécié que un homme politique parle de déficit par rapport à ce qu'il va faire. On a continué à une deuxième campagne à parler de petits déficits, en petits déficits. Là, on arrive à 61 milliards de déficits. Bon, c'est incroyable, inconcevable. Ouais. Il est vrai, tu l'as dit, je suis un fellow comptable professionnel agréé, mais en même temps, bon, il y a énormément de choses qui ont été réalisées. On pourra y revenir, par exemple, pour les communautés noires, par exemple, on peut en parler. Non, mais par rapport au déficit, vraiment, vous avez vu, j'ai quitté l'Assemblée nationale du Québec. J'ai jamais critiqué que ce soit le parti de Philippe Couillard, le Parti libéral ou plus tard. Et là, maintenant, j'ai pris cette décision-là. J'ai des collègues qui sont encore dans le bateau. Donc, je veux pas me prononcer sur
la suite des choses, mais donc c'est pour ça que je voudrais m'attarder plutôt à parler brièvement de réalisation, parce que je pense que pour les communautés noires du Canada, et je parle pas seulement de Montréal, suite à la mort de George Floyd, ben on a travaillé très fort, on a poussé le gouvernement à poser des gestes concrets pour les communautés noires, que ce soit les entreprises, les organismes communautaires. Je pense qu'on est rendu à plus d'1 milliard d'investissements pour les communautés noires, et on sent vraiment que les gens prennent ça à bout le bras et sont en train de développer leur entreprise, leur organisation. Ils créent des emplois. Et quand on dit créer des emplois, c'est plus d'impôts qui rentrent dans les coffres des deux gouvernements, fédéral, provincial. Donc, c'est bon pour l'économie. Ce sont des mesures extrêmement structurantes qu'on a posées, et c'est à ce point-là, moi, j'en suis très fier. Qu'on doit se poser, si on doit être réaliste, se poser la question de l'avenir politique de Justin Trudeau, l'avenir du Parti libéral du Canada. Comment tu vois ça, toi? Parce que le 27 janvier, c'est une échéance pour Justin Trudeau. Il doit revenir au Parlement. Oui. Il doit faire une annonce. Tu serais à sa place, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ben, le premier ministre est quand même entouré d'un tas de stratèges. Moi, je suis pas stratège en politique. Je suis député. Je pourrais lui dire, bon, voilà comment est-ce qu'on fait campagne, comment est-ce qu'il faut approcher les différentes communautés quand on fait campagne. Mais je lui laisse le soin là, de prendre sa décision. Il y a deux choix. Justin Trudeau a deux choix. Le 27, il revient en disant « Je maintiens ma position, je reste Premier ministre et ceux qui veulent me suivre, qu'ils me suivent, ceux qui veulent partir, qu'ils partent. » Et le Parti libéral perd le pouvoir parce que le NPD ne votera pas avec le gouvernement. Ou bien alors, Justin Trudeau annonce sa démission et qu'il aille voir la gouverneure générale et effectivement décréter des élections. Ben moi, je vais répondre de la même façon que Jean Charest a répondu à Anne-Marie Dussault. De toute façon, il va y avoir des élections en 2025. Mais je ne suis pas Anne-Marie Dussault, tu le sais. Je sais, Jean-Ernest Pierre. Alors, on s'était promis de parler, de faire cette émission-là pour durant 1 heure, mais on va devoir, parce qu'on laisse de belles questions aussi en suspens, parce que avec toutes ces années en politique, il y a sûrement des choses que tu aurais fait autrement. Si tu avais la possibilité de revenir en arrière, il y a des choses dont tu dois être aussi fier, comme des coups. Allons avec les beaux souvenirs. Qu'est-ce que vous avez, que tu as comme beaux souvenirs? Ben, oh mon Dieu, les beaux souvenirs en 18 ans, c'est beaucoup de beaux souvenirs. D'abord, par rapport à la famille, je me rappelle, pour moi c'était important de rendre hommage à mes parents, de rendre hommage à ma mère, aussi bien à l'Assemblée nationale du Québec qu'au Parlement, dans la langue que j'ai appris moi, en créole. Et d'ailleurs, en 2008, j'ai eu la chance d'aller en Haïti et j'ai été sur la tombe de mes parents à Saint-Marc. Pour moi, c'était un moment extrêmement important. Je suis aussi fier de l'implication citoyenne. Les gens maintenant font de la politique, vraiment, comme ça doit être. Et on peut constater l'assurance maintenant des communautés noires à aller en politique. Parce que il est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai fait 6 ans comme seul député à l'Assemblée nationale du Québec. Mais là, nous sommes beaucoup, là, les Lionel Carman, les Dominique Anglade, les Christopher Skid, et j'en passe. Et là, 13 ans au Parlement du Canada, encore seul. Mais maintenant, les élections approchent et j'espère, et j'en suis convaincu que
avec cette confiance-là que la communauté a acquise, je m'attends à ce qu'il y ait des élus à Ottawa. D'ailleurs, nous avons maintenant 2 sénatrices parce que il faut mentionner que la sénatrice Meiji, son mandat termine en octobre 2025 comme moi, et Madame Youans, l'honorable Suze Youans, est là pour maintenir le cap. Donc je souhaite ardemment qu'il y en ait d'autres de nos communautés, de notre communauté, à aller à Ottawa. Et je pense qu'ils ont vu, effectivement, il y a des défis en politique, c'est vrai, c'est pas facile, mais bon, c'est important que les gens s'impliquent. Il y a, Emmanuel, à un moment donné, un commerçant de la communauté qui a réuni Emmanuel Dubourg, Jean-Ernest Pierre et le député de Viau qui t'a remplacé. Ouais. Je parle de notre député, n'est-ce pas, qui est un pacapala comme l'a été Emmanuel. Et puis, j'ai dit à je continuais à dire que pour nous trois et peut-être pour les autres aussi, le défi continue. Parce qu'il ne faut jamais décevoir. C'est pas parce que toi tu quittes la politique ou que je fermerai les livres un jour et que notre Franz Benjamin quitterait la politique que ça serait fini. Ça veut dire le jour où l'un de nous trois serait l'objet d'un scandale comme on en connaît tellement, eh ben, ça serait extrêmement grave. Et je mets ça au du nombre des raisons d'être fier que vous ayez passé autant d'années en politique sans avoir connu comme tel un scandale comme la plupart en ont connu. Hein? Parce qu'on ne nous ménagerait pas. On ne vous ménagerait vraiment pas. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que ce sentiment-là, cet amour que je ressens de la communauté, là, un peu partout où je passe, d'ailleurs, le slogan le dit, avoir ma marché, ben, écoutez, moi, je peux dire que c'est le bon Dieu qui m'a toujours guidé, qui me guide encore, parce que il y a beaucoup de possibilités d'embûches qu'on aurait pu faire des faux pas. Les journalistes sont là, les oppositions sont là, mais il faut gagner le respect des gens. Au jour le jour. Au jour le jour. Il faut faire très attention. J'ai eu des conversations avec ma famille, j'ai eu des conversations aussi avec mes enfants, parce que ils auraient pu dire « Ah, c'est le fils d'Emmanuel Dubourg, etc. » Mais ils ont leur vie à vivre, donc je les laisse vivre leur vie. Mais bon, je continue à avancer là, comme je peux. Alors, dans le comté, il se présente dans Bourassa, n'est-ce pas, beaucoup de candidats à la succession d'Emmanuel. Est-ce que Emmanuel prendra position? Non, Emmanuel va rester neutre. Emmanuel restera toujours neutre et je vais suivre ça avec grand intérêt. Mais Emmanuel a été un jour, j'ai posé la question au début, supporté par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui lui a donné, et la courte échelle, c'est maintenant. Ah, ben oui, en 2007, effectivement, je l'ai dit, la famille Cousano, mais il n'y avait pas d'investiture. J'étais le seul et unique candidat choisi par Après l'investiture, tu vas appuyer celui qui va représenter. Ben après l'investiture, ben oui, je vais non seulement remettre les clés du bureau, mais lui souhaiter bonne chance aussi, parce que le comté a encore énormément de besoins. Je suis fier de plusieurs réalisations, plusieurs entreprises, organismes ont reçu des subventions pour la première fois depuis que je suis là. Mais c'est un comté dont les besoins sont encore très élevés. Emmanuel Dubourg, tu as souhaité bonne chance à celui qui va te remplacer, mais on fait sa chance. Et il faut savoir comment faire sa chance. Quels sont les conseils que tu donnerais à ton futur, même à tous les autres politiciens d'origine haïtienne? Parce qu'on sait au départ, c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile, mais aujourd'hui, je peux dire que il y a des mentors qui existent. Parce que nous sommes 36 Noirs au Québec à être élus. Donc, il
c'est important de demander conseil à ces personnes-là, quel que soit le parti politique, de militer aussi dans les partis politiques pour comprendre comment ça marche la machine. Je pense que avec tous ces exemples-là aussi, ils savent c'est quoi une investiture, c'est quoi une commission parlementaire et j'en passe. Mais moi-même personnellement, où est-ce que j'ai toujours fait extrêmement attention, c'est lorsque la campagne électorale est déclenchée. Parce que les adversaires, les journalistes, tout le monde, enfin, les gens cherchent à te disqualifier. Et moi, pendant ces 30 jours-là, 35 jours, ou bien même en 2015, c'était 3 mois, c'était de faire extrêmement attention. Emmanuel, surtout sur les réseaux sociaux. Mais je m'excuse, Emmanuel. Ouais. On a vu des gens se faire disqualifier parce qu'ils étaient à l'aide sociale à un moment donné, n'est-ce pas, qu'ils n'avaient pas déclaré, parce qu'ils avaient une chicane de famille avec la femme, etc., sans avoir frappé, etc. Exact, on a vu tellement de gens. Donc, ce n'est pas seulement... Je m'excuse je comprends. Le respect que je te dois là. Ce n'est pas seulement durant la campagne, c'est avant, c'est pendant et c'est après la campagne. Donc c'est vrai que pendant la campagne, ils cherchent dans le passé des candidats, mais pendant la campagne aussi, les médias sociaux, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est extrêmement important parce qu'on va chercher à te disqualifier pour que tu n'arrives pas. Est-ce qu'il faut, Emmanuel, en arrivant, lorsqu'on se fait solliciter pour devenir un candidat, on doit mettre les cartes sur table et tout dire, dévoiler le passé? Ah ben oui, absolument. Tout dire, mais non seulement ça, les partis. Je me rappelle en 2007, le Parti libéral, normalement, il faut aller aller prendre nos empreintes digitales à la police. Et quand je suis arrivé, c'était l'une des questions que Jean Charest m'avait posées. Il m'a dit, écoute Emmanuel, on va annoncer ta candidature officiellement, les médias vont être là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton placard que je devrais savoir? Puis là, moi, je le regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le Premier ministre? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous mettre dans l'embarras lorsque je vais t'annoncer? J'ai dit, j'ai aucune idée. Ça a été un grand Premier ministre. Un grand chef d'État. Emmanuel, ta vie après la politique, la vie ne s'arrête pas après la politique? Non, pas du tout. Tu es un jeune homme, un vert, n'est-ce pas? Même avec quelques cheveux gris. La politique, c'est la politique, oui. La politique, tu laisses la politique, est-ce que la politique va te laisser? Ça, c'est à savoir. La politique va me laisser, j'en suis sûr, parce que je veux pas faire comme on dit par ici, je veux pas être grand-mère ou grand-père, mais je vais plutôt me rediriger à nouveau vers l'enseignement, l'éducation. J'adore enseigner. Quand j'ai commencé en politique en 2007, mais j'avais quitté l'Université du Québec à Montréal, j'étais chargé de cours, j'enseignais 3 cours de fiscalité, de comptabilité. Et voilà que je viens d'être accepté comme professeur associé. Et je dois te dire, Jean-Ernest, que je pensais pas que c'était un tel processus parce que je suis arrivé à l'UQAM, à l'Assemblée des professeurs. Il y avait 30 professeurs dans la salle qui m'évaluait. J'avais 30 minutes pour me présenter et répondre aux questions. Mais bon, voilà, ça a très bien été. À l'unanimité, j'ai été accepté comme professeur associé à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. J'en suis extrêmement fier. Je continue aussi d'être membre du comité des fellows pour choisir les nouveaux fellows de l'Ordre des comptables agréés. Et ça, c'est aussi un exemple pour mes enfants et puis pour les jeunes, voir que j'ai échoué l'examen de l'Ordre des comptables agréés du Québec, mais avec le temps, avec toutes les contributions que j'ai faites à la profession comptable, et ils me décernent le titre de fellow, et maintenant sur le comité des fellows. D'ailleurs, le président du conseil d'administration de l'Ordre a eu à me saluer publiquement, à dire que, bon,
les fenêtres que j'ai pu ouvrir pour l'ordre en étant politique. Je suis extrêmement impliqué à l'ordre. Et en terminant, toujours au milieu de l'éducation, je suis membre du conseil d'administration de la Fondation pour les élèves de Montréal pour aider les jeunes à faire des activités, à la persévérance scolaire. Donc ce sont des choses qui me passionnent. En terminant, Emmanuel, qu'est-ce que tu souhaites le plus ardemment pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre communauté haïtienne de Montréal? Bon, mon Dieu, pour l'avenir de notre pays, je pense que on va attendre un peu après le 20 janvier. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir un revirement extraordinaire parce qu'il va falloir qu'on mette fin à cette situation-là en Haïti. Ça a assez duré, trop duré. Je crois qu'il faut mettre le pays sur les rails pour qu'enfin des jeunes de nouvelle génération puissent prendre le pays et qu'on redevienne la perle des Antilles avant qu'on meure. C'est mon souhait le plus ardent. Et pour ici, là j'ai un peu moins peur parce que je me dis la communauté est très vibrante, la communauté est très présente, on a des gens qui sont un peu partout, que ce soit chancelier à l'Université de Montréal, que ce soit chef de cabinet adjoint d'un premier ministre du G7, que ce soit ministre, et je rencontre des jeunes un peu partout, et c'est pour ça que j'ai le privilège de décorer un certain nombre de personnes qui s'impliquent et puis qui font avancer la communauté. Donc, que ce soit médaille du député, médaille du roi Charles III, et en passant, la gouverneure générale m'a donné encore 11 autres médailles du roi Charles III, et je compte faire une cérémonie en janvier parce que les gens, ils ont des dossiers tellement impressionnants, ils s'impliquent dans la communauté, ils se donnent vraiment à cœur joie pour notre bien, et moi c'est ce privilège-là que j'ai de faire connaître ces personnes-là si on ne les connaît pas assez. Alors, c'est la fin de cette émission. On a poussé un peu plus, mesdames, messieurs. Alors, c'est le temps, effectivement, de souhaiter, moi j'ai dit publiquement que ça ne sera pas une retraite de tout repos pour celui qui vient de nous dire qu'il va être chargé de cours à l'université avec autant de programmes. Ça ne sera pas de tout repos, mais quand même qu'il puisse avoir une bonne retraite, n'est-ce pas? Mais avant tout ça, là, il faudra, oui. 3 mots. Oui. Je veux, avant qu'on coupe, s'il vous plaît, c'est dire meilleurs vœux à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Je veux aussi dire CPAM, c'est PAMTOU. Oui. Et Avant map marché. Alors, pour terminer, mesdames, messieurs, on va souhaiter à vous tous et à vous toutes un joyeux temps des fêtes, et à notre député qu'on aura à entendre, j'espère qu'on aura à l'entendre sur la radio. On va continuer à questionner, à poser des questions, et cette fois-là, il sera un petit peu plus indépendant qu'aujourd'hui, messieurs et dames, donc il pourra nous répondre à cœur ouvert. Plus de ligne de parti. Plus de ligne de parti. Alors, merci beaucoup, joyeux temps des fêtes, et puis bonne et heureuse année 2025. Merci, ça a été un plaisir. Merci.